C'est l'une des figures de la boxe française, 6 fois champion du monde. Jean-Marc Mormeck s'est lancé dans un autre combat, aider les jeunes des banlieues françaises. L'ancien boxeur champion de boxe est aujourd'hui délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer et il est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un mot déjà du match Takam-Joshua. Je me suis un petit peu documentée. Donc, c'était ce week-end. Vous étiez très confiant pour le petit Français, Carlo Takam. Il avait toutes ses chances face au poids lourd britannique. Est-ce que vous n'êtes pas trop déçu après sa défaite? Non, pourquoi déçu? Donc, il a fait un combat, on l'a dit, il a été prévenu 10 jours avant. Je pense qu'il a fait honneur à la France. Il a bien combattu, il est resté jusqu'au 10e. Donc c'est très bien. On a vu Klitschko qui était champion du monde et qui a régné pendant 10 ans. Il a terminé au 11e, je crois. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors justement, Anthony Joshua a battu Vladimir Klitschko, votre ancien adversaire. Et dans ce livre que voici, il s'agit d'Entretien. Donc Jean-Marc Mormeck, c'est aux éditions Amphora. Vous commencez ce livre avec votre défaite face à ce grand champion. Alors on pourrait dire c'est curieux. Pourquoi commencer par une défaite? C'était le 3 mars 2012. C'est important, on apprend plus d'une défaite que d'une victoire? Non, parce qu'en fin de compte, c'était aussi pour rappeler que depuis la boxe existe, en France, il y a eu que 3 Français qui avaient fait ce titre des championnats du monde des poids lourds. C'est 1921 Carpentier, donc ça remonte à très longtemps. 83 Rodriguez et moi en 2012. Donc on a commencé par là parce que c'était un peu mon dernier combat. C'était aussi cette défaite parce que j'étais monté en poids lourd pour tenter cette aventure. Et puis bon, je ne l'ai pas réussi, mais en tout cas, voilà, je l'avais fait. Et c'est votre plus grand adversaire ou pas? Parce que vous en avez eu quelques-uns, hein, on le rappelle, enfin vous le rappelez dans ce livre. Dans cette catégorie, c'était inédit pour moi. C'était un peu un rêve de gosse. Vous savez, vous rêvez des poids lourds parce que c'est la catégorie, c'est Mohamed Ali, c'est tous ces grands, c'est Mike Tyson, c'est tous ces grands boxeurs. Donc j'ai voulu essayer. Et puis bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'était très bien. Enfin, j'ai été au bout de mes rêves. Alors dans ce livre d'entretien, Un grand témoin du sport, vous ouvrez un peu cette nouvelle collection et votre parcours, il se mêle vraiment aux grandes heures de la boxe française. Hein. On pense au Brahim Asloum, à Fabrice Thiozo. Est-ce qu'elle est KO debout, la boxe française, aujourd'hui en 2017? Non, on voit que c'est reparti. On a quand même pas mal de médaillés olympiques. On a un médaillé olympique qui est, qui est le poids lourd Tony Yoka. Et puis il y a d'autres. Il y a maintenant sa femme qui est Estelle. Enfin, là, ça repart, on les voit, ils se produisent, donc c'est très bien. Alors justement, Tony Yoka, il a débuté sa carrière professionnelle aux États-Unis. On a l'impression que l'Amérique, c'est vraiment une étape obligée, parce que vous aussi, vous êtes parti aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis, en fin de compte, pour faire ma carrière. Lui, il s'entraîne aux États-Unis et il combat en France. Après... Ah oui, mais il a dit quand même, alors c'était un petit peu dur, hein, il dit la boxe est un milieu associatif en France, c'est pour ça que je viens aux États-Unis. D'ailleurs, il veut se battre contre l'homme du moment, c'est à savoir Anthony Joshua. Il est quand même assez dur vis-à-vis de la boxe française. Non, alors, pour ça, donc je pense qu'il a encore le temps. Il n'a que 2 combats pour l'instant professionnels, donc il arrive toujours dans les rangs. Après, peut-être il va déchanter, mais pour l'instant, qu'il apprenne son métier et après on verra s'il pourra se mesurer à Joshua. Alors vous aviez fait appel à une légende, hein, Don King, donc aux États-Unis. Pourquoi lui? Parce que Ali, parce que Tyson? Pourquoi? Parce que c'est le roi des promoteurs. Enfin, il a tout fait. Toutes ces années 80, moi, où j'ai rêvé de la boxe, qui m'a permis de voir cette boxe américaine et ces légendes, c'est lui qui les avait en contrat. Donc c'est vrai, d'aller avec Don King, c'est pas rien. Bon, ça m'a permis de faire une carrière américaine, ça m'a permis de réunifier les titres, ce qu'on n'avait pas fait auparavant, ça m'a permis de récupérer la ceinture magazine qu'on n'avait pas, c'était une des premières ceintures avant où il n'y avait pas toutes ces fédérations qui existaient, ça m'a permis de la récupérer, qu'on n'avait pas eu depuis 57, qui est Alphonse Halimi, qui était le boxeur Alphonse Halimi qui avait cette ceinture, donc je l'ai récupéré, donc ça m'a permis quand même de faire pas mal de choses. Voilà, donc c'est passionnant, on aurait envie de vous poser plein de questions parce que vraiment vous revenez sur les différentes victoires, mais aussi défaites qui ont jalonné votre carrière dans ce livre. Mais aujourd'hui, vous avez un nouveau combat, puisque vous êtes délégué interministériel, donc je le rappelle, à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette nouvelle, est-ce qu'on peut dire une nouvelle carrière, en tout cas un nouveau combat? On va dire plutôt un nouveau combat, je préfère. Et puis, qu'est-ce qui m'a donné envie? En fin de compte, c'est un ami à moi qui s'appelle Patrick Caram, qui était le premier délégué interministériel sous Sarkozy. Et comme c'est un ami, en échangeant, il me dit « mais tu devrais faire ça ». Et puis je lui dis « mais tu vois, c'est de la politique, donc je ne sais pas si je serai à la hauteur ». Et donc, on prend plus de coups en politique qu'en boxe? Alors, ce que je voyais à la télé. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc, à force de me conseiller et me dire, non, il faut que tu te lances, donc je l'ai fait.
Et puis... Et voilà, et vous êtes là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Voilà. Alors, dans une interview accordée aux Parisiens, vous avez rappelé les difficultés rencontrées par la Guyane, les habitants de la Guyane. J'imagine que vous avez suivi le voyage d'Emmanuel Macron en Guyane ce week-end. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il a été à la hauteur des attentes? Je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Il a été parce qu'il y avait eu des engagements de fait et pas faire de promesses. Donc je pense que le président, il a été... voilà. Il a été à la hauteur de ce qu'il devait dire. Et quand il ne veut pas aller à la rencontre des manifestants, vous comprenez son attitude? Je crois que les manifestants, parce que je crois qu'il y avait des gens cagoulés. Il me semblait. Il y avait un peu, c'était voilà. Assez agité, oui, effectivement. Comment vous pouvez parler avec des gens que vous ne voyez pas? Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, je peux comprendre que, je veux dire, il a besoin de parler avec des gens en face de lui, où il peut les voir, où il peut y avoir des échanges. Vous pensez que vous êtes Macron, j'imagine que vous êtes Macron compatible. Si on vous dit ça, vous dites oui ou pas? C'est quoi Macron compatible? C'est-à-dire travailler avec Emmanuel Macron, suivre sa politique, sa ligne. Moi, je travaille. Après, oui. Enfin, il a été quand même, il a été élu pour ça. Il faut oublier qu'il a été élu par rapport à un programme, par rapport à ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être à l'encontre d'un homme alors qu'il a été élu parce qu'il a dit qu'il fallait réformer ce pays, il fallait changer les choses. Donc, il faut le faire, donc il faut avancer. Alors vous dépendez du Premier ministre, d'Édouard Philippe, qui est féru de boxe. Vous avez pu le rencontrer, lui expliquer ce que vous attendiez? La semaine prochaine, je le rencontre. D'accord. Je reviendrai vous voir pour vous dire ce qu'il m'a dit. Avec plaisir. Et quelles sont vos priorités justement? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Les priorités, c'est déjà de faire un état des lieux, un constat de ce que j'ai fait jusqu'à présent, monter un forum, monter une plateforme pour ces jeunes des Outre-mer. Et j'aimerais bien m'occuper de la banlieue, parce que comme je le disais, je pense qu'ils ont cette même problématique de manque de réseau. Il leur faut il faut plus de choses. Il faut reprendre les banlieues, il faut retravailler dans les banlieues. Je pense qu'il faut assainir tout ce qui ne va pas. Donc, mettre à plat et pouvoir reconstruire. Donc c'est ce que c'est ce que j'aurais voulu, ce que je veux lui demander, est-ce qu'il m'autorise justement à... Alors justement, cette plateforme Égalité Emploi, qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes? Je crois que maintenant, il y a une trentaine de sociétés qui ont signé, et puis des stages, formations, contrats d'apprentissage. Mais on ne fait pas que ça. On règle aussi les problèmes que ces jeunes rencontrent. On parle, les gens du Pacifique qui avaient un problème de sécurité sociale, parce qu'ils ont une certaine autonomie chez eux, qui n'ont pas ici. Quand ils arrivent en métropole, donc ils se retrouvaient sans sécurité sociale, parce que la connexion n'avait pas été faite entre leur sécurité sociale et la sécurité sociale métropole. Donc c'était l'INSEE qui devait les matriculer. Ça, c'est pas fait. On a réglé le problème pour qu'ils rencontrent les problèmes aussi des cautions bancaires. Et on règle pas mal de problèmes. Et à leur demande, parce qu'il leur manquait, ils n'ont pas de réseau, il leur manquait des stages, formations, contrats d'apprentissage et autres. Et c'est ce qu'on a mis en place. Et quelles sont les priorités pour vous? C'est vraiment de leur trouver un réseau, de leur donner accès à votre carnet d'adresses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent, ces jeunes de banlieue ou les jeunes... On les considère tout simplement comme des Français à part entière. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, en fin de compte, le fait de venir en métropole, ils ne sont pas considérés, on ne les considère pas comme Français, parce que le fait de sortir à 8000 km ou peut-être des fois plus loin, ils ont l'impression d'être des étrangers. Leur dire non, au contraire. Donc ils viennent, ils nous exposent leurs problèmes. Donc c'est un cas figure, comme je vous l'ai dit, c'était au début, il leur faut des stages, des formations, parce qu'ils n'ont pas ce réseau. Et comment frapper quand on arrive de 8000 km, c'est vrai qu'on est un petit peu désorienté. Donc, mettre un dispositif comme cette plateforme qui s'appelle Égalité Emploi à leur disposition, faire en sorte qu'ils puissent et parler à ces patrons, leur disant que le public qu'ils allaient rencontrer, c'était ces jeunes qui arrivent des Outre-mer, voir un peu, et puis enfin mettre un dispositif à leur service. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur cette plateforme, il y a une association qui s'appelle Jeunesse Outre-mer qui les prend en main, c'est-à-dire qu'il les prend en main s'il faut refaire leur CV, donc ils les aident, parce que dans cette association, il y a pas mal de RH. Donc, les reprendre en main, leur faire refaire leur CV, avoir des éléments de langage de façon qu'ils puissent accéder au stage ou à la formation qu'ils veulent. Et ensuite, après, régler les différents problèmes qu'ils rencontrent, comme je l'ai dit, la sécurité sociale. Oui, c'était le b.a.-ba, voilà. Déjà un problème qu'il fallait cibler et régler. Cibler. Et d'autres problèmes qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, les grandes entreprises font souvent appel aux sportifs pour coacher, pour vraiment donner un esprit d'équipe. C'est là aussi que vous pouvez faire la différence, vous, en tant qu'ancien champion de boxe?
Peut-être, mais aussi, comme je le dis dans ce livre, j'organisais mes propres combats. Quand je suis revenu des États-Unis en 2007, je frappais aux portes aussi. Je faisais de l'entrepreneuriat. Je me suis pris en main en frappant porte des télés pour avoir un contrat et pour pouvoir organiser mes propres combats. Donc, c'est vrai que le fait de ça, j'ai connu plein de patrons. Donc aujourd'hui, pour certains en tout cas, ils me reçoivent, je peux leur parler, je peux leur dire les problèmes que je rencontre, pas seulement pour leur demander des choses, mais aussi à titre de conseil. Et puis comme ça, je peux mettre des choses en place et il peut comprendre en fin de compte ce que ces jeunes ont besoin. Alors aujourd'hui, votre quotidien, ce ne sont plus les entraînements ou les matchs, mais c'est vraiment aller à la rencontre des patrons, aller à la rencontre de ces jeunes. Qu'est-ce que fait un délégué interministériel ? On arrive au bureau, des fois on n'a pas d'heure, on est sur le terrain, on essaie de comprendre la problématique de ces jeunes, on va dans les banlieues, on est sur le terrain, on voit ce qu'ils vivent au quotidien, puis on essaie en fin de compte, par rapport à ces problèmes, de l'exposer, aller voir par exemple le Premier ministre et leur dire voilà, quels sont les problèmes que ces jeunes rencontrent et je pense la façon pour pouvoir les régler, comment les aider et puis aussi dire à ces jeunes qu'à un moment donné, il faut aussi s'entreprendre, pas juste être là en attendant de l'assistanat, mais aussi de se prendre en main, on va les aider, on est d'accord, mais voilà, il faut qu'eux aussi ils travaillent, il faut qu'ils donnent aussi qu'ils y mettent du qu'ils leur. mettent leurs moyens, voilà. Parce que vous expliquez, vous êtes arrivé en France, vous aviez 6 ans, enfin en France, en métropole, pardon, excusez-moi. Donc vous êtes un peu, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que vous auriez pu mal tourner et vous expliquez que non, en fait, vous avez fait d'autres choix, c'est ça Oui, on fait la d'autres problématique. choix et puis après on règle, on avance au fur et à mesure et puis ensuite on sait ce qu'on veut faire, on se donne les moyens de réussir, même si on échoue, quand on tombe, on se relève. Parce qu'on vient d'une banlieue qu'on est forcément voué à l'échec. Il faut se battre, peut-être plus dur que d'autres, mais en tout cas, et après qu'on se bat, c'est où on est satisfait, parce qu'on se dit en fin de compte, c'est vrai que ce combat était dur, mais on l'a bien mené, et puis on peut y arriver. Alors vous dites que vous ne faites pas de la politique, mais finalement vous en faites malgré vous. Grâce à cette action, est-ce que vous avez envie d'adhérer à un parti? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça chemine? Non, c'est pour ça que je dis, j'en fais pas parce que je pense pas adhérer à un parti, je pense pas faire en sorte que je sois élu, et je pense que c'est pour ça que ces jeunes écoutent ma parole, parce que je suis là, j'ai grandi dans la banlieue, j'ai évolué, je me suis pris en main, j'ai fait une carrière américaine, je suis revenu, j'ai continué à construire, et je viens les voir et leur dire que essayer de voir avec eux comment on peut faire, comment on peut y arriver, et leur dire qu'il faut aussi qu'ils se prennent en main. C'est pas juste d'attendre de l'assistanat, mais si on fait ensemble, on peut réussir. Les motiver un peu. Les motiver. Est-ce que ça vous manque, la boxe, ou pas? Vous avez envie de remonter sur le ring ou pas du tout? Je suis tout le temps sur un ring aujourd'hui, autrement. Donc en plus, ça fait moins mal. Donc je préfère regarder à la télé aujourd'hui. Très bien. Merci Jean-Marc Mormec d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et pour ceux qui aiment la boxe et les autres, eh bien, je vous conseille vraiment ce livre d'entretien. C'est passionnant. Encore une fois, merci d'être venu nous voir.